Bonjour à tous, le grand nouveau de la rédaction, l'analyse de l'actualité sociopolitique au Bénin et au-delà des frontières béninoises. Le président Patrice Talon prête serment dimanche, donc dans exactement 48 heures, pour un second mandat. Les défis à relever pour ce second mandat, nous allons en parler sur ce plateau de forum de la rédaction, sommet de Paris sur les économies africaines, quelles retombées pour le continent. Des représentants, bien sûr, des chefs d'État et également des présidents d'institutions étaient à Paris en début de semaine. Le Bénin a été représenté par son ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadayi. Et bien sûr, au menu des échanges, comment relancer les économies africaines après donc, la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce que l'Afrique a pu tirer de ce sommet? Analyse à suivre dans un instant avec mes confrères invités pour faire le débat. La crise politique au Tchad va nous intéresser aussi en troisième position. Que dit de la position de l'Union africaine qui finalement a décidé d'accompagner la junte ou le conseil militaire de transition au Tchad. On sait justement que juste après donc, le décès de Déby et la transition installée, l'Union africaine avait une autre posture carrément et demandait même le retour donc, à l'ordre constitutionnel. L'institution africaine ou panafricaine a décidé cette fois-ci d'accompagner la transition bien sûr au Tchad. Nous allons donc en parler sur ce forum bien sûr de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai à ma droite Hippolyte Dosouanou, directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite. Chers confrères, bonjour. Bonjour Koné Aïssé. Bonjour à mon doyen Kochoni. Ici à Kochoni que je ne connais pas non plus, c'est ça hein? Oui. Alors, DP de la cible de l'info. Tout à fait, bonjour Koné Aïssé. Hippolyte Dosouanou, bonjour à vous. Chers téléspectateurs, bonjour également à vous. Alors, c'est parti pour 52 minutes de débat sur le forum de la rédaction. Patrice Talon pour un second mandat après donc le chaos à l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Le chef de l'État va prêter serment et on aura donc deux prestations de serment dimanche prochain. Le chef de l'État va prêter serment, mais également la vice-présidente aussi va prêter serment pour la première fois au Bénin, donc l'institution de la vice-présidence. Quels sont les défis à relever pour donc, ce nouveau mandat qui démarre pour le chef de l'État, Isiaka Kochoni, en attendant d'entrer dans le vif du sujet? Le contexte a été un peu tendu pour donc la réélection du chef d'État. Tout à fait, parlant des défis à relever pour ce second mandat, selon moi, la première des choses à faire, c'est le dialogue. Il faut que le chef de l'État puisse être plus ouvert, ouvrir le dialogue entre la mouvance et l'opposition. C'est le plus grand chantier, selon moi, qu'il attend. Après ça, on va revenir dans le domaine de l'agriculture. On va revenir dans le domaine social, où vous n'êtes pas sans savoir que le panier de la ménagère souffre énormément. Il faut que les chefs de l'État puissent voir comment agir dans le domaine social maintenant. Beaucoup disent que la première mandature, c'était pour les infrastructures et routières et consorts. Mais cette mandature, il faut que les chefs de l'État puissent penser au social. Parce que la population, sauf si je me trompe, maille difficilement. Parce que le gari qui, d'une manière ou d'une autre, était à 150, c'est parti maintenant à 400. Et le pire, lorsque vous les mettez même dans l'eau aussi, il refuse de gonfler. Ça veut dire la rupture est presque partout. Vous pensez à votre gari, hein? Voilà un peu sur la pression. D'accord. Alors donc, j'attire l'attention, une réélection, ça n'a pas été facile du tout, vu le contexte. C'est vrai qu'il y a eu cette adhésion populaire autour donc, de la candidature du chef de l'État, on l'a vu, surtout lors de ces descentes pendant la campagne et autres. Mais le contexte a été vraiment tendu, Hippolyte Dosouanou. Oui, effectivement, le contexte dans lequel le président Patrice Talon a été réélu était vraiment tendu. Et c'est un contexte purement particulier. Parce que nous n'avons jamais assisté à une élection présidentielle où un chef d'État en exercice qui veut briguer un second mandat a la chance d'être soutenu par la majorité, mais des cadres qui ont été promus sur ce mandat. Particularité parce que c'est pour la première fois au Bénin qu'il y a eu une élection présidentielle où tous les ministres qui ont eu à participer à son gouvernement
l'ont soutenu. Les directeurs des sociétés d'État, sans exception, sont tous restés derrière lui. Et disons, la quasi-majorité des différentes classes sociales ont quand même soutenu le chef de l'État. Contexte particulier parce qu'on n'a jamais assisté au Bénin à une élection présidentielle qui s'en est suivie avec des actes de violence. Ce qui s'est passé tristement dans les communes de Banté, de Tchaourou, de Parakou et bien d'autres. Contexte particulier parce qu'on a assisté à une vague d'arrestation des leaders et des leaders de l'opposition. Et c'est un peu triste, mais quand même, quel que soit ce contexte particulier qui est plus ou moins bon d'un côté, plus ou moins parce que on a eu la chance que le chef d'État a été réélu dans la paix, il n'y a pas eu de vide juridique, c'est bon. Mais malheureux un peu dans le cas où nous avons constaté que ce qui constitue l'élite de notre pays, certaines personnes se retrouvent en prison aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas du tout bien pour notre pays. C'est des choses que nous devons quand même revoir. Et je voudrais en même temps parler des défis où Koutouni... Alors, oui. Un instant avant d'entrer, donc, de relever, donc, de faire le débat autour de ce défi-là. Alors, vous avez su bien décrit le contexte, c'est pour la première fois, on a vu quand même une forte adhésion, une majorité vraiment écrasante autour du chef de l'État. Alors, mais alors qu'on ne s'y attendait pas, parce que quand Patrice Talon est venu avec la rigueur et avec laquelle il a dirigé le pays pendant les 5 premières années, donc on dit mais non, on ne va pas revenir, vraiment on est fatigué de lui, il faut s'en départir. Il a fermé toutes les portes, comment on dit, d'entrée, mais les robinets du moins, où la corruption a été vraiment combattue sous son régime, et ceux qui se prenaient comme des greniers économiques, ils sont devenus plus ou moins des gens qui n'ont plus quelque chose dans leur panier en tant que tel, mais dans leur poche. Sur ce terrain, on a apprécié Talon. Mais les réformes politiques n'ont pas été vraiment digérées par la quasi-totalité de la classe politique de notre pays. Alors, c'est là où les élections qui se font dans notre pays, avec un engouement total, une liesse totale, a connu moins d'engouement cette fois-ci. Non seulement du point de vue de la campagne électorale, qu'on a pressenti seulement le camp de la mouvance présidentielle qui a joué le tam-tam, mais qui a encore dansé à la fois, et ceux qui l'ont accompagné, c'est-à-dire les autres duos, à savoir le duo FCBE composé de Soumano Djemba et de Rumpé Paul, et le duo de Irénée Agossa et de Corentin Koué, n'ont pas pu véritablement mouiller le maillot. Et ça dit c'est les moyens qui les ont manqués en tant que tels, on ne sait pas, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une grande majorité des anciens acteurs politiques qui se sont désolidarisés, qui se sont départis quand même de la chose politique par rapport à cette élection. Là, c'est en cela que nous parlons du contexte particulier. Bon, c'est des réformes qui ont été faites, du moins, et ça dit que c'est les résultats auxquels Patrice Talon attendait en faisant ces réformes. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas dans son cœur. Il est la seule personne habilitée à répondre à cette interrogation. Mais pour l'heure, nous souhaiterions quand même que nous puissions fermer cette page. Et pour fermer cette page, il faut quand même qu'on puisse renouer avec le dialogue. Dialogue politique, dialogue social, pour que les Béninois puissent commencer par se parler encore entre frères et sœurs. Alors, le paradoxe que je voulais quand même évoquer, ici à Kakoshoni, je reviendrai à vous par rapport à ça aussi, DP Nouvelle Élite. L'âge d'adhésion autour de la candidature donc, du chef de l'État, vous avez surtout montré, et c'était effectif, deux grands blocs, voilà, l'UP et BR, et puis encore d'autres partis satellites qui n'étaient pas des moindres aussi, parce qu'ils étaient bien ancrés, comme le PRD, l'UDBN, et même Mouel Bénin aussi. Alors,
malgré donc ce soutien-là, vaste, soutien fort, il y a eu quand même des mouvements de protestation qui étaient presque, qui avaient pris l'allure donc de déstabiliser pratiquement tout le système électoral en ce moment. Alors, donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, ce soutien massif-là autour du chef de l'État était un soutien apparent ou réel? Bon, au fait, comme le terme l'indique, c'est pour parler du défi pour le deuxième mandat. Même avant de parler du défi, on doit répondre à ces questions. Parce que la taille de ce soutien-là devait expliquer quand même des élections assez, une fête nationale assez pacifique et autres. Mais à l'arrivée, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de... Comme vous le savez qu'on est à Haïti, dans toute société où il n'y a pas de voix, il y a des voix discordantes, les choses ne marchent pas. Lorsqu'on vous parle de l'âge, adhésion, tout ce que vous êtes en train de dire, je comprends. Mais il y a l'opposition qui est là, qui n'a pas pu participer. Il y a l'opposition qui est là, qui a son mot aussi à dire. Mais puisque l'opposition n'a pas pu participer, et lorsque vous fouillez ce conglomérat, là, vous allez voir que c'est les gens de la mouvance, qu'on parle de Moël, qu'on parle de l'UDBN, tous ceux-là sont de la mouvance. C'est lors de la liste législative qu'on s'est rendu peut-être compte que, bon, ils n'ont pas pu aller à l'élection comme cela se doit. Mais tous ceux-là sont de la mouvance. Maintenant, du moment où l'opposition, les gens parlent de l'opposition modérée, l'opposition radicale, moi je mets tous ceux-là comme l'opposition. Du moment où l'opposition n'a pas pu participer, c'est de cette façon que les choses doivent évoluer, que vous avez constaté là. Il y a de l'âge, adhésion, et le confrère l'a dit tout à l'heure, les ténors de la politique béninoise sont du côté du pouvoir en place. Mais on ne voit pas une fête. Comme il a dit, lors de la campagne électorale, vous devez constater que c'est comme un seul parti qui va à l'élection. Je l'avais dit ici la fois dernière, d'ici jusqu'à Boycon, on ne constate rien. C'est au niveau du Carrefour Boycon que moi j'ai vu, j'allais à Parakou, c'est au niveau du Carrefour Boycon que j'ai vu les affiches du candidat, Djemba, le duo Djemba, mais à l'entrée de Parakou aussi. Or, partout où vous passez, vous ne voyez que les posters de la mouvance. C'est ça qui a fait que d'une manière ou d'une autre, les gens disent aujourd'hui, bien sûr, il y a de l'adhésion, il y a beaucoup de personnalités, beaucoup de partis qui sont du côté du camp présidentiel, mais d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas une fête digne de nom. Lui, il parlait dans son intervention, il disait que c'est pour la première partie qu'on voit, la première fois, il allait dire, la première fois qu'on va à une élection où tous ceux qui étaient du côté du pouvoir en place sont restés avec lui jusqu'à la fin. Les ministres, les députés, les DG, c'est normal. Je ne voudrais pas qu'on remette encore les couteaux dans les plaies. Parce que la plupart de ceux que vous voyez là, n'oubliez pas que c'est ceux qui étaient peut-être du côté de la mouvance d'antan, pour ne pas dire du côté des FCBE. C'est presque tous ceux-là qui sont encore avec le pouvoir en place. Et tel que les choses évoluent, beaucoup sont de ce côté-là où ils ont des dossiers dont ils ne pouvaient pas se démarquer. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Peut-être ils ont peur de dire quand je ne suis pas là, peut-être on va me soumis à des pressions. Voilà. Bon, je demande s'ils sont soumis à des pressions. Ils sont soumis à des pressions, mais c'est normal. Bon, beaucoup sont actuellement à l'extérieur, non? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont des dossiers qui doivent répondre de ça. Mais des gens sont dans ce pays qui ont aussi des dossiers. Je ne vais pas citer les noms, mais vous en connaissez, vous êtes de la presse comme moi. Les gens ont des dossiers plus colossaux même que certains qui sont à l'extérieur. Je vais vous parler, je vais donner un exemple. Machine agricole et Marie Aglita, tout ça là, c'est des dossiers qui sont encore là. Mais vous ne pouvez pas être dans ce vague clos là et dire je ne vais pas aller contre vous, je vais aller contre vous. Vous allez contre le pouvoir qui est en place, vous allez en répondre. Voilà moi mon point de vue. Alors, en fait, oui, Hippolyte, à votre question, on aurait pu assister à une belle fête. Oui, en fait, le soutien, mais l'adhésion massive qu'on a assisté autour du chef de l'État, je dirais que c'est une adhésion apparente d'une part et d'autre part des soutiens francs. Et je dirais soutien apparent dans la mesure où il y a certains acteurs qui sont contraints de soutenir Patrice Talon parce qu'ils n'ont pas l'autocuration. Mais là, on fait peu de la politique. Non, c'est une contrainte c'est ça le problème. là. Le doyen que tu l'as dit, ils ont des dossiers sales, ils ont peur peut-être qu'en quittant la mouvance présidentielle, qu'on va
fait encore ressortir ces dossiers-là. Donc, ils font feu de tout bois pour montrer au chef de l'État qui constitue des soutiens autour de lui. Donc, c'est ceux-là que je dis que c'est des gens qui ont soutenu Patrice Talon de façon apparente. Des soutiens francs, c'est des gens qui ont vraiment adhéré à l'idéologie qu'incarne Patrice Talon et qui ont suscité sa candidature et qui sont restés jusqu'à la fin de son premier mandat et qui sont restés encore derrière lui jusqu'à ce qu'il soit réélu. Donc, je pourrais répondre à cette question. Maintenant, si on n'a pas constaté une ferveur autour des élections présidentielles, on ne va pas seulement accuser le camp de la mouvance présidentielle pour dire que c'est parce que Patrice Talon a fait des réformes politiques. Il a fait des réformes, certes, mais est-ce à dire, les opposants là, qui se disaient qu'ils allaient partir aux élections, ils se sont contredits à travers leurs faits et gestes. Je m'explique. On a vu les Joël Aïvo, un constitutionnaliste vraiment de haut niveau. On a vu Rekia Madougou, une intellectuelle avérée, mais qui sont censés maîtriser quand même les tests qui régissent les élections. On dit lui n'est censé ignorer la loi. Ils n'ont jamais reconnu ni la Constitution qui a été révisée, c'est-à-dire la Constitution de 1990 qui a été révisée. Ils n'ont jamais reconnu. Est-ce que vous les condamnez pour cela? Excusez-moi, le code électoral et la charte des partis politiques en tant que tel, qui ont été nouvellement votés par le nouveau Parlement. Mais eux-mêmes là, qui s'opposaient à ces tests, se sont conformés à la dernière minute à une partie de ces tests-là en ayant déposé des dossiers en duo. Vous me comprenez? Donc, ils se sont pris dans leur propre piège. Ayons le courage de le dire. Nous sommes d'accord que dans un pays démocratique, les élections doivent quand même inclure toutes les obédiences politiques. Mais est-ce que l'opposition chez nous là s'est fait, c'est-à-dire l'opposition s'est réveillée pour s'organiser, pour pouvoir préparer les élections présidentielles? Une élection présidentielle ne se prépare pas à 2 à 3 mois. Ce n'est pas ce qu'on a assisté avec Koué et Irénée. Mais ils sont allés quand même à l'élection. Ils sont partis. Au moment ceux qui étaient là depuis un moment n'étaient pas partis. C'est pour dire qu'il y a eu de l'amateurisme au sein de l'opposition. Donc, si l'opposition était d'accord, il s'est conformé véritablement, tel que les FCDE l'ont fait, et la fait du moins, et ils ont pu participer aux élections, mais d'autres pourraient le faire. C'est le seul parti politique aujourd'hui au Bénin, moi je ne suis pas un partisan de FCDE, qui, au regard des tests, respecte scrupuleusement ce qui s'est passé au niveau des élections. Non seulement ils ont été désignés par le parti politique, ils ont été investis par le parti politique pour aller aux élections. Bon, quand on prend le duo Talon-Talata, on ne va pas entrer dans cette analyse. Et vous reprochez quoi aux LD, les démocrates? Les démocrates, c'est ça que je disais. Mais les démocrates là, mais regardez à combien de mois des élections, les démocrates ont commencé par s'acharner pour se conformer aux nouvelles lois. C'est-à-dire notamment à la charte des partis politiques. Non, mais les démocrates ils se sont conformés. Bien, oui. Le plan qui s'est posé dans les démocrates, c'est plutôt les parrainages. Non, attends, avant que la fête des parents ne vienne là, attendez, avant que la fête des parents ne vienne, ils ont passé, ça restait combien de mois avant qu'ils ne déposent les dossiers pour avoir, pour être reconnu légalement en tant que parti politique. Mais ce n'est pas le cas, les gens déposent les dossiers. Les gens déposent les dossiers en attendant. Alors ici, affaire de parrainage, ça c'est les négociations. Mais ils ont dit, pas négocié. On a entendu. J'étais parti pour des couvertures médiatiques. J'ai écouté les Rigoumétés qui ont dit devant caméras et micros qu'ils ne veulent pas aller marchander le parrainage. Mais vous n'avez pas écouté les constitutionnalistes à Ivo, qui a été même avec des huissiers. On est en politique. Oui. On est en politique. Mais en politique, vous pouvez ne pas avoir, c'est-à-dire, la même idéologie, mais négocier. Mais ne pas négocier. Alors donc, vous parlez d'Éric Koundété, on revient au centre. Souffrez que vous dites. Il faut monopoliser beaucoup la parole. Alors, rapidement. A dit que lui détenait les parrains. Il a dit ça sur une radio de la place, Radio Sedoum, que lui a des parrains qui vont soutenir les LD. Mais les signes ne l'avaient pas cru. Les signes d'Alon ne l'avaient pas cru.
Mais à la dernière minute, on a constaté qu'il a dit la vérité. Comment vous pouvez croire aussi à quelqu'un qui a adhéré au mouvement au plus 2 mois, qui dit j'ai des parrains? Lui, il a pris par quel âge pour avoir ses parrains là? Il a négocié. Donc, vous parlez bien sûr de Ironie Agossa. Il a négocié, la négociation, c'est la meilleure voie. Et surtout la dynamique, hein, RLC, et qui en un brin de temps, l'espoir. Qui en un laps de temps a pu quand même avoir le parrainage et tout le nécessaire. Ça voudra dire qu'on n'avait pas assez, que n'était pas forcément important entre-temps de passer autant de temps. C'était ça. Si. Alors maintenant, je reviens sur donc, les soutiens au chef de l'État et puis le contexte un peu tendu de ce scrutin-là. Alors, donc vous avez parlé de l'amateurisme de l'opposition. Donc ce jour, il y a des Béninois qui ont fait leur choix, peut-être ne pas sortir. Voilà. Et puis ceux qui ont fait le choix de sortir, ceux qui, une fois dans les unes, donc, ont exprimé donc, leur suffrage en faveur, bien sûr, de la mouvance, ce qui a donné les 50% de participation. Même si en temps le chiffre a été un peu à polémique. Alors, mais, officiellement, 50% de participation. Patrice Talon, 86% a remporté cette élection. Il va prêter serment donc dimanche prochain. Alors, au regard de tout ce qu'on a eu à énumérer là, le contexte qui est donc à expliquer donc à l'élection, Patrice Talon, quels sont les tout premiers défis selon vous? Oui, je l'avais déjà dit. Tout ce qui est dit. Les tout premiers défis que le chef de l'État doit entreprendre une fois investiture, j'allais dire, c'est d'aller au dialogue avec l'opposition. Il est le père de la nation. C'est lui seul qui peut dire. Mais là, sur la position du gouvernement est connue, c'est clair. Il n'y a pas de dialogue avec les terroristes, ça a été dit à plusieurs reprises. Oui. Bon, toute vérité est remuable. D'où il peut revenir sur sa décision. Il est le père, oui. Il est le père de la nation. Il est responsable de ses propos. Au nom du père de la nation qu'il est, il peut d'une manière ou d'une autre dire, bon, je ramène la balle à terre. Et je vais discuter avec l'opposition cette fois-ci. Et il convoque une assise nationale où tout le monde sera associé. Voilà les premiers défis. Il doit, coûte que coûte, enlever de la tête des Béninois l'inquiétude, la peur qui domine presque tout le monde. Vous recevez un coup de fil dont vous ne connaissez pas le nom, vous avez peur de prendre. Tout est comme nous sommes encore à la veille des élections. D'où le père de la nation, la première des choses, il prend le serment le dimanche. Le lundi ou bien le mardi, il doit entamer, il n'a qu'à oublier son affaire de terroristes. Il n'y a pas de terroristes au Bénin. Bon, c'est une façon de parler. Mais même ceux qui sont arrêtés ne sont pas des terroristes. C'est une façon de parler. Voir les dégâts ou bien voir l'ampleur de ce qu'ils ont commis, qui les qualifie des terroristes. Mais il peut toujours revenir sur sa décision. Non, mais le chef de l'État, là, c'est la justice qui va faire ce travail. Bon, si c'est la justice qui va faire le travail, il faut que cette justice-là va vite. Donc, par rapport à ce dossier-là, qu'on arrête désormais les donc, il est essentiel que le chef de l'État puisse ramener la sérénité au sein de la classe politique. C'est surtout ça, la cohésion au sein de la classe politique. Parce qu'on a constaté quand même que sous le premier mandat, ça a été vraiment beaucoup de crises au plan politique. Au fait, donc là, je rejoins parfaitement Hippolyte. J'adhère en partie aux opinions de Kochoni. Au fait, ce que m'avait dit, le premier défi que Talon a relevé, c'est un défi que tous les Béninois attendent le 23, le jour où il va prêter serment. C'est son discours. Que ce soit les gens de l'opposition ou de la mouvance, on a beau applaudir tout ce que Talon fait, mais chaque Béninois aujourd'hui vit avec une certaine peur, ce qui n'est pas bien. Ça là, ayons l'amabilité de le dire. Donc le discours que le chef d'État va prononcer le dimanche prochain doit être un discours rassembleur, un discours pour ramener la balle à terre, un discours dans lequel chaque Béninois et chaque Béninoise doit se sentir encore patriote de ce pays. Donc, nous voudrions quand même, tel que Coachon l'a dit, à ce que le chef d'État, après avoir prêté le serment déjà dès le lundi, qui pose des actes qui montrent effectivement qu'il est le père de la nation. Patrice Talon, c'est lui qui est le responsable de tous les Béninois aujourd'hui. Que ce soit nous qui avions aujourd'hui la plénitude de notre liberté, que ce soit ceux qui glissent aujourd'hui qui liment aujourd'hui leurs dents contre les barreaux, eux tous là, nous sommes sous
la responsabilité de Patrice Talon. Donc, nous voudrons quand même que ceux qui sont instigateurs des actes qui ont été perpétrés contre le peuple à la veille des élections, mais au cours des élections, soient punis peut-être avec la dernière rigueur. Mais il sera aussi bien saignant à ce que, quand même, qu'ils puissent les gracier s'ils les faits s'avéreraient qu'ils sont effectivement coupables, pour que chacun d'eux puisse commencer par encore se vaquer à ses occupations. Le Bénin d'aujourd'hui, ou bien un pays ne se développe pas avec ses fils en prison. Quand nous prenons les joueurs à aujourd'hui, regardez le nombre d'âmes, d'étudiants qui forment. Aujourd'hui en prison, il n'exerce plus sa fonction d'enseignant universitaire. C'est une perte pour la nation. On ne saurait parler du développement en ayant des élites de cette trempe dans les prisons. Donc, la première des choses, le premier défi qui doit relever, c'est le défi du dialogue national. Alors, et ensuite, qu'en sera-t-il de l'après-formation du gouvernement de Patrice Talon 2? Oui, après la formation du gouvernement... C'est ce qui va expliquer la stabilité qu'il faut ramener au sein donc, de sa propre maison, la mouvance présidentielle. Oui, c'est ça, on est presque en train de dire. Concernant la formation du nouveau gouvernement, ce nouveau gouvernement-là doit aller dans le même sens que nous souhaitons pour le chef de l'État, à savoir discuter et inviter pour la paix, faire la paix qu'on sort. Et surtout, le social. Le social avait manqué au premier mandat. Si vous allez à Parakou, Cotonou, Boïkon, Natitengu, les infrastructures, il y en a partout. Mais il y a ça, c'est déjà un effort. Scolaire, non, le projet, voilà, je viens sur le dos. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Oui, il faut que le social soit au rendez-vous désormais. Je l'ai dit à l'entame de l'émission. Les Béninois mangent à leur faim. Ils mangent difficilement, j'allais dire. Les Béninois souffrent. Les paniers de la ménagère souffrent. Lorsque vous parlez de l'alphatage, construire la voie, les paysans ne connaissent pas ça. Les paysans connaissent que ce qu'ils mangent. Oui, on ne refuse pas. Nous, les intellectuels, nous qui sommes à Cotonou, ceux qui sont à Parakou, ceux qui sont à Bomé, connaissent tout ça. Moi, je ne suis pas sûr que mon grand-père, qui a, comment on appelle, à Okutaose, qui est peut-être à Kwekete, c'est ce qu'on appelle alphatage. Kwekete, c'est la frontière entre le Bénin et le Togo au niveau du pont-péage. Voilà. Lui connaît ce qu'on appelle alphatage. Ce que lui sait, je sème le maïs, je vends mon maïs à bon prix, je mange à ma faim. Il est arrivé dans ce pays-là où on nous donnait, excusez-moi beaucoup, du riz que les gens mangeaient. Depuis les 5 ans derniers... Mais il faut des routes aussi. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Il faut aller au marché. Je viens vers vous. Le social, ça manque pour la première mandature. D'où il faut ancrer désormais les actions sur le social. Les infrastructures déjà réalisées, je pense que c'est important. Beaucoup de ceux qui avaient quitté Cotonou il y a 5 ans, 6 ans, il y a 6 ans, ils viennent nous dire, ils se disent, mais c'est Cotonou ça? C'est déjà bon. Vous allez à Parakou, c'est la même chose. Vous allez à Calavi à côté, c'est la même chose. D'où le deuxième défi que le chef de l'État doit relever avec son gouvernement, c'est le social. Qu'on ne fasse pas dominer la production, parce que ça là aussi c'est le social, la production agricole par le coton. Il faut qu'on valorise aussi les cultures vivrières, le maïs, le manioc, tout ça. Il faut que, bien sûr, les gens vont me dire le sac de garé aujourd'hui à 40 000, ce que les gens prenaient à 12 000. Mais il faut qu'on fasse cette promotion-là aussi. C'est parce que les gens ne font pas aujourd'hui. Tout le monde est allé vers le coton. Partout, c'est le coton. Non, ce n'est pas le coton mange. Le coton subit des transformations avant de revenir. Mais qu'on fasse aussi la promotion des cultures vivrières, les sociales. Les sociales manquent. C'est ça, vous avez dit au niveau des écoles. Les cantines scolaires, ce n'est pas toutes les écoles qui ont les cantines scolaires désormais. Non, il faut que ça soit généralisé. Qu'on ne cible pas des endroits donnés. Il y a des milieux où, nous, on était la fois dernière avec une ONG dans un village. Même les cantines dont les gens disent qu'ils préparent à manger là, la présidente, je ne veux pas donner le nom de l'ONG, elle était un peu déçue pour dire mais ça là, ce n'est pas une manière de manger. Il faut améliorer ce plat-là. Lorsque vous voulez donner à manger aux enfants, il faut les nourrir correctement que de leur donner quelque chose pour dire bon, on nous a dit de donner à manger, on vous donne comme ça. Il faut améliorer tout ça. Il faut que les bonnes dames puissent vendre désormais dans les marchés. Voilà un peu après le dialogue social, le social. Il faut que le chef de l'État ancre la deuxième mandature sur le social. C'est très important. Ici à Karakochoni, donc insiste sur le social. En fait, je voudrais rebondir, non. Quoi qu'on dise, nous sommes tous d'accord que le social a manqué un peu dans les actions de Patrice Talon pour son premier quinquennat.
Et nous souhaitons tous du moins que pour ce second mandat, qu'il fasse plus de social. Mais je ne voudrais pas que ce social-là se fasse d'une manière à ce que Charles Benoît attende un cadeau, bien quelque chose du chef de l'État. Le social que moi je veux, que je préconise aujourd'hui à Patrice Talon, c'est de ressusciter le volontariat, de redynamiser l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, à ce qu'on puisse recruter des stagiaires, des jeunes dans les entreprises publiques comme privées. Le taux de chômage. Il y a assez de taux de chômage. Mais vous êtes père de famille, vous avez 7 enfants, 5 sont allés à l'université, sont sortis avec des diplômes universitaires, Ils sont à la maison. ou des diplômes académiques ou professionnels, et ils sont à la maison. Ils constituent encore de l'oucha pour toi, père, qui a au bout peut-être de ta carrière, dépensé, investi pour leur formation. Maintenant, tu es à la retraite, ces enfants qui ont grandi deviennent encore vraiment un lourd fardeau pour toi. Donc, j'aurais aimé que la question de l'emploi des jeunes, que cela préoccupe Patrice Athanase Guillaume Talon pour ce second mandat. On n'a pas senti véritablement Patrice Talon sur ce terrain pour son premier mandat. Donc, pour ce second mandat-là, les jeunes qui sont diplômés ou bien titulaires des diplômes professionnels ou pas là. Mais ce que moi je préconise, il faut qu'on soit plus pragmatique, quoi. Je ne veux pas qu'on mette des salaires, de 200, 300 000. Il y a des jeunes qui ont le master, qui cherchent 50 000 francs. Si un franc gagné par mois ne serait pour joindre les deux bouts, ils n'en trouvent pas. Si on met le volontariat en place et qu'on essaie de catégoriser avec les diplômes là, mettre peut-être, on va payer le SMIC à ceux qui ont le CP et ainsi de suite. Mais qu'on mette, c'est-à-dire qu'on met toute la jeunesse en activité. Les jeunes qui sont porteurs de projets, le FNPEJ, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que ça existe? Je ne sais même plus. Qu'on reçoit des structures comme ça, qui, quand même si on reproche de beaucoup de choses qui se sont passées pendant le régime de Yahi, où il y a eu assez de dilapidation des fonds au niveau de ces agences ou des fonds nationaux là, qu'on essaie quand même de les ressusciter pour mettre véritablement la jeunesse en activité. C'est quand la jeunesse sera en activité que chacun de nous pourrait contribuer véritablement au développement. Il ne faudrait pas que ça soit, il parle d'activité, il ne faudrait pas que ça soit ce que beaucoup sont en train de vivre actuellement. Lorsqu'on parle de l'aspirana, quelqu'un qui a la maîtrise, qui a 100 000, ça, ce n'est pas des emplois. N'oubliez pas qu'il y a aussi l'Organisation internationale du travail. C'est pas parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on veut du travail, c'est pas parce qu'on veut du travail qu'on va donner du travail. Attendez. Les gens qui sont payés, écoutez, je vous répète ça, les gens qui sont payés 9 mois sur 12, les autres mois là, ils ne mangent pas. Ils ne payent pas les loyers. C'est des données que non, c'est pas ces travaux-là nous voulons. Ça, il faut le préciser. En fait, ce que je veux... C'est pas la précarité selon vous. Vous faites 28 Si aujourd'hui, vous êtes titulaire d'un bac plus 3 peut-être, et que vous êtes à la maison, mais vous êtes un être humain, non? Mais ce n'est pas parce que vous êtes chômeur que les 5 besoins fondamentaux, vous n'en avez pas besoin. Vous en avez besoin, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu veux? Alors, je ne veux pas forcément. On va recentraliser le débat. Je souhaiterais que si le chef d'État pense que c'est des dépenses budgétivores, s'il faut reciter la NPE, le volontariat, le FNPG, qu'on sort pour accompagner les jeunes et porteurs de projets, qu'on sort les fichiers de boulot, mais qu'on essaie quand même de mener notre politique en diminuant un peu le salaire des ministres, des préfets, des SIG, des préfectures, des cadres techniques des ministères, pour redistribuer ça au sein de la population, au sein de la jeunesse. Je suis d'accord avec vous. C'est là qu'on parlerait effectivement de la prospérité partagée. Alors maintenant, donc on va il y a le défi social et il y a aussi le défi de l'emploi des jeunes. Et le défi qu'on ne va pas oublier aussi, il a parlé tout à l'heure du coton, des trucs. Effectivement, nous sommes d'accord que sous Talon, la filière coton a repris. Lui-même, on l'appelle quoi? Le mania du coton. Donc, c'est un connaisseur du domaine. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que si nous continuons pas à produire du coton en vendant ça à l'extérieur, mais est-ce qu'avec ça, là, ça peut véritablement développer notre pays? Est-ce que les agriculteurs, là, gagnent effectivement ce qui devait leur revenir en tant que producteurs du coton? C'est non. Il faut industrialiser aujourd'hui notre pays. Il faut créer des usines. Quand on va créer des usines aussi, on va créer en même temps des emplois.
Donc j'aurais aimé que Patrice Talon là, en tant que quelqu'un qui connaît dans le domaine, cotonnier, qu'il crée aujourd'hui des industries transformatrices du coton pour qu'on ait désormais des produits finis aussi chez nous, que peut-être l'habit que le cotonnier a porté aujourd'hui, qu'on puisse aussi faire ça au Bénin ici, on va s'en approvisionner à moins de coûts. Le défi que le chef de l'État doit élever aussi est qu'il fasse tout pour que désormais les vieux gros trucs, comment on va les appeler, les anciens politiciens là, puissent aujourd'hui quitter la politique pour que les anciens politiciens, il faut qu'ils quittent la politique et cèdent la place à la jeunesse. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens, écoutez, il y a des gens qui étaient là depuis 1990 qui sont toujours là. Il faut céder la place aussi à la jeunesse. La jeunesse ne peut pas faire de la politique. Alors, les gens ne veulent pas être ministres. Vous reprochez quoi au Métis, c'est un jeu. On a cité donc le défi, l'un des tout premiers, donc réamener le dialogue au sein de la classe politique, le social, la réduction du taux de chômage et autres. Alors, mais est-ce que sous ce mandat, le deuxième mandat, et selon la Constitution, le dernier mandat, selon la Constitution actuelle, va être le dernier mandat, parce que Patrice Talon ne pourra plus être éligible en 2026. Alors, est-ce que ce n'est peut-être pas encore le moment d'avoir une mandature de réconciliation avec les exilés? Je pose la question seulement. Réconciliation nationale. C'est une belle question. Est-ce qu'on pourra assister pendant les 5 prochaines années à cette réconciliation pour avoir donc ces fils du Bénin retrouver leur terre natale? C'est quoi, moi, par exemple, je souhaiterais que le premier gouvernement du second mandat de Patrice Talon soit un gouvernement d'union nationale. Qu'on fasse appel à des Béninois qui sont de la diaspora, mais qui disent qu'ils sont de l'opposition peut-être radicale, qu'ils soient membres de ce gouvernement. Ça serait bien. Regardez ce qu'on a vécu avec Bertin Corvi, l'Iroko, le président de l'Alliance Iroko, qui était de l'opposition, qui a envoyé des audios pour dire des propos vraiment à la limite injurieuses et très discoutois envers le chef d'État, mais il a tendu la main et il a pris comme son fils. C'est ça que nous souhaiterons pour Patrice Talon. Il a fait pour le connaître Taouès également. Voilà. Donc, qu'il le fasse à d'autres personnes. Si aujourd'hui les commis-coutiers, eux aussi, il faut qu'on puisse leur dire, s'ils se reprochent des choses, c'est-à-dire quand on est citoyen et qu'on pose des actes, soyons prêts à en assumer l'entière responsabilité qui en découlerait. S'ils se reprochent des choses aujourd'hui, qu'ils aient le courage de descendre pour répondre devant la justice. Au même moment, les gens sont là qui se reprochent qu'ils ne sont pas devant la justice. Il ne faut pas oublier l'aspect là, surtout. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Il faut que la diaspora, pour revenir au pays, je suis d'accord. Les coutiers, les Valentin, consorts, les chefs de l'État, pères de la nation, tel que je l'ai dit, doivent tout faire pour que cela revienne. Parce que c'est des pères pour nous. C'est des intellectuels, des gens qui peuvent contribuer au développement du pays. Oui. Mais rester à l'extérieur, ça ne nous arrange pas. En faisant comme ça, le chef de l'État aurait réglé en même temps un autre défi, qui est le défi sécuritaire. Aujourd'hui, le Bénin n'est plus un pays de paix en tant que tel. Ça, il faut le dire. Quand on parle aujourd'hui, on a des présumés terroristes en prison, mais en détention provisoire aujourd'hui. Ça veut dire que les signaux sont au rouge. Si aujourd'hui, le Bénin qui faisait des élections dans la paix, dans la quiétude, dans une ferveur totale, on connaît des contestations jusqu'à ce qu'on tire sur des citoyens ou bien des citoyens attaquent l'armée, voilà. Ça veut dire qu'on a de sérieux problèmes, ça veut dire que notre sécurité est menacée. Donc en faisant, en revenant ou en nous écoutant, faisant effectivement le dialogue là, le défi sécuritaire est purement réglé. Ça là, il faut le dire. Le défi aussi que je ne vais pas oublier de laisser la parole, c'est le défi de l'éducation. Sous le premier mandat, on a vu des réformes qui ont été faites au niveau de l'éducation. Mais moi, personnellement, en tant qu'analyste de la chose publique, je vois que même les ministres qui ont conduit ces réformes à un niveau donné sont restés dos au mur. Ils se sont embrouillés, notamment au niveau de l'enseignement secondaire. On a parlé de l'aspirana, on ne sait pas quel est le statut de ceux qui enseignent les élèves, et au niveau des écoles, et les programmes qui s'exécutent. On dit que notre éducation est à refondre, mais est-ce qu'on a réactualisé les programmes d'enseignement?
est-ce qu'on les a réactualisés pour les réadapter aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Mais nous, on a été à l'école. Je ne sais pas ce que Thalès me sait aujourd'hui en tant que citoyen, mais en tant que cadre de mon pays. Ou bien Socrate. Socrate, non. On biche tout ça. Donc, qu'on peut les réadapter. Et mais qu'on puisse avoir, tel qu'il a dit, qu'il veut créer des lycées techniques au sort. Voilà. Aujourd'hui, on dit qu'on veut créer des lycées. de sa campagne, lycée agricole. Moi, par exemple, je suis contre. Il y a plusieurs cadres techniques, mais plusieurs apprenants qui ont été formés dans ces lycées qui sont à la main depuis 5 ans. Mais on n'a pas recruté dans le domaine de l'agriculture. Mais quelqu'un a dit ceux qui sont formés dans ces lycées sont à la maison, là, sont des paresseux. Non, c'est pas moi, aujourd'hui. On ne les forme pas pour aller rester dans le bureau. Attendez, ils sont formés pour aller à la terre. Je suggère tout à l'heure que le chef d'État puisse quand même réussir. Quand il y a des structures pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Il faut plus d'accompagnement. On peut accompagner ces gens qui ont été formés dans le domaine agricole. Merci. Que ne continue pas à ouvrir les ENI, les lycées agricoles de site. Non. Merci, Hippolyte. Merci également à vous, Isiaka Koshoni. Alors, donc, on a discuté longuement de ces défis. La cérémonie de prestation va être sobre, le dimanche 23 mai, donc dans quelques jours simplement. Pas d'invités étrangers. Non, ça, pour répondre à la question, moi, je suis parfaitement d'accord avec cette mesure qui a été prise. Je n'ai pas pu poser encore la question. Pas le gouvernement, non, c'est pour gagner. C'est là où vous êtes en train de je sais là où vous allez chuter. Donc, c'est pour vous dire, quand même, ça montre que Patrice Talon est dans le souci permanent de rationaliser les dépenses publiques, mais les finances publiques. Et aujourd'hui, on constatait un temps. Mais en quoi les invitations étrangères? Très bien. Le déplacement d'un chef d'État. Le déplacement d'un chef d'État, ou l'accueil d'un chef d'État, vraiment, ce n'est pas 5 millions, 10 millions, c'est des centaines de millions. Mais les gens en font quand même. Si les gens en font sous deux cieux, nous, on veut se démarquer d'eux pour quand même montrer le bel exemple. Ça, c'est un bel exemple. Un exemple qui signifie quoi? Vous ne vous arrivez pas d'inviter vos collègues, vos confrères? Ça ne vous arrive pas d'inviter vos confrères pour dire, bon, j'ai telle chose, venez. Est-ce une obligation? C'est pas une obligation, mais oubliez à faire des rationalités dont vous êtes en train de dans la Constitution. C'est pas inscrit. Mais est-ce qu'il y a une loi qui régit l'invitation de la Le bon sens aussi l'exige. Vous êtes journaliste, vous invitez des journalistes pour dire, venez, restez avec moi. Laissons Hippolyte finir d'abord. C'est pour vous dire quand même, moi, j'ai vraiment aimé l'adhésion là, que la prestation de serment se passe effectivement dans la sobriété et que ce qui devrait dépenser pour fêter ou me festoyer la victoire soit dépensé pour autre chose. Oui, le Bénin, notre pays n'est pas encore un pays développé. On a besoin assez d'argent pour développer notre pays, mais s'il faut le dilapider pour des fêtes inutiles. Mais au-delà des questions, lui, il appelle ça une fête inutile. Au-delà des questions de dépenses publiques et autres, mais ces invitations, je suppose, si peut-être on invite tout au moins les chefs d'État de la sous-région, si on en invite un ou deux, ça ce n'est pas encore un problème parce que ça montre la coopération, la santé de la coopération des liens de diplomatie entre les États. Et je ne suis pas sûr qu'il vient seulement pour manger. Vous parlez de hôtel, maintenant ça va diminuer comme ça. La diplomatie béninoise, elle est plus active. Je laisse Isiaka, je reviens à vous, Hippolyte, je reviens à vous. Il ne faudrait pas qu'on voit l'aspect manger, 10 millions, tout ça là. Il faut voir aussi la coopération. Un chef, il peut venir et lors des discussions, commencer par négocier des choses. En même temps, il y a beaucoup de choses que le Bénin n'a pas. Et le Niger a l'Iran à côté. Et même on parle de Bara de Nangweto au Ghana. Lorsque vous invitez ceux-là, ce serait l'occasion de leur exposer le problème que vous avez. Et ils peuvent vous dire, bon, voilà. Mais lorsque vous regardez seulement le côté manger, venir au hôtel, non, ce n'est pas ça. C'est important que lorsque vous vivez dans une société, il faut associer vos collaborateurs. Je ne suis pas là pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. Mais ça, c'est un exemple. Tout récemment, il y avait 11 chefs d'État qui étaient allés à l'investiture de... On parle de cette intégration. Voilà, une intégration régionale. Ça, c'est pour renouer. Même au sein des populations, ça joue aussi. Vous avez vu, notre chef d'État est venu, les gens qui sont de ce pays-là, quittent le Nord, partout, viennent voir leur père de la nation qui est à l'extérieur. Je parle du cas du Togo. Lorsque le président Faure veut arriver maintenant, les Togolais qui sont ici peuvent aller à l'aéroport. Ça permet de nouer les relations. Tel que ça se passe aujourd'hui, beaucoup ont en idée que, voilà, c'est parce que le Bénin est un peu, le pouvoir est un peu, excusez-moi, j'ai dit le mot, bon, le pouvoir est un peu dictatorial. Beaucoup sont contents d'entendre qu'il n'y aura aucun chef d'État. Ça montre que
la démocratie n'existe pas au Bénin. Moi, j'ai suivi les commentaires des gens qui le disent. Mais laissez les chefs d'État venir, ils vont manger avec vous. Ça permet de voir que notre pays est ouvert à tout le monde. Mais tel que ça se passe à vase clos là, je pense que ce n'est pas trop bien. Investiture n'est pas peut-être une cérémonie de mariage pour dire, bon, on va faire ça entre famille et amis. C'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Alors. Et vous l'assumez. Et on ne saurait parler d'intégration dans les questions d'invitation des chefs d'État. Non. Quand on parle d'intégration régionale ou sous-régionale, c'est quand il y a des synergisations entre les pays là pour trouver des solutions mais la synergisation commence comment alors? Lorsque vous avez de grands rendez-vous, regardez. La synergisation commence comment? Regardez, qu'on connaît ici. C'est à travers les le échanges. contexte dans lequel le Bénin se retrouve aujourd'hui. C'est les échanges, c'est les contacts qui marquent le début de la synergisation. Et vous avez vu comment le chef d'État a été élu. Les violences qui s'en ont suivi. Oui. Les critiques qui ont été formulées jusqu'à ce qu'on a accusé les chefs d'État de la sous-région. Moi, je ne sais pas. Non. Les chefs d'État de la sous-région n'ont pas été accusés dans les situations laissez-moi le bout de mes non, intentions. Pas du tout. Nous, on a suivi la sortie du ministre Modeste Kérékou. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est pour vous dire quand même que, et quand le chef d'État a été réélu, on a vu des plus de félicitations, des lettres de félicitations qui ont quitté de part et d'autre, qui lui étaient adressées. Après des jours, hein? Ça ne gêne pas. D'accord. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est ça la vraie diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas peut-être forcément qu'un chef d'État va venir. Mais il y a des pays qui nous aident. Ça dit, vous êtes content que... La France a toujours aidé. Bon, la France a tout pensé aider le Bénin. Les États-Unis ont toujours aidé le Bénin. Mais combien de fois vous avez vu un président américain sur le territoire béninois? Combien de fois? Moi, j'en ai vu une seule fois quand Bush était venu au temps de Yahi. C'est pour vous dire quand même que si aujourd'hui, le chef d'État ne veut pas se lancer dans ce populisme international. En quoi c'est du populisme aussi? Vous êtes content? En quoi c'est du populisme? Non, c'est pour vous dire, pour faire du martyr vu. Patrice Talon incarne une idéologie qui déplaît plus d'un. Je vais vous donner un exemple. Regardez comment les gens ont combattu l'idéologie de Paul Kagame. Aujourd'hui, il est envié, il est enviable. Mais aujourd'hui, Talon, on le discrédite à travers les décisions et les mesures qu'il est en train de prendre. Mais je vous avoue que quelques années, la gouvernance de Talon fera école, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Je vous dis, pour les chefs d'État, c'est bien que des chefs d'État étrangers viennent le soutenir. Mais ce n'est pas un impératif. Ce n'est pas une obligation. Ce qui m'étonne à votre niveau, vous parlez de l'intégration, les relations là. Comment les relations là peuvent se passer si vous ne vous cohabitez pas? Vous parlez de l'entente entre les chefs d'État. Oui. Voilà, vous êtes en train de alors, quand on prend la CEDEAO, vos points de vue ont été quand même l'Union africaine, et le conseil de l'entente, par nos téléspectateurs qui ont Hippolyte, merci, mais en signe de fraternité entre ne serait-ce que les États de la sous-région, peut-être que c'est des signes de la coopération intéressante. Si peut-être on voyait un ou deux chefs d'État de la sous-région à cette cérémonie. Ça montre également la caution que dans l'espace régional, nous accordons aux uns et aux autres. Alors, le Bénin n'est pas un pays en vase clos, pas du tout. Et puis, aucun test n'oblige également le chef d'État à inviter les chefs d'État étrangers à son investiture, aucun test aussi. Donc, ça a été une option prise par le Bénin. Et on a compris en pleine pandémie de Covid-19, mais également rationaliser les dépenses au niveau donc des caisses de l'État. Merci Hippolyte, merci Isiaka. Alors juste, je crois qu'il nous reste encore quelques 5 minutes. Rapidement, on reviendra sur les retombées du sommet de Paris, pourquoi pas la semaine prochaine. Mais rapidement, en un mot, au Tchad, la situation au Tchad, la position finalement de l'Union africaine accompagner la transition au Tchad. Oui, je pense que l'Union africaine a décidé d'accompagner la transition militaire au Tchad, mais avec des conditions données. Et si cette transition peut respecter les conditions exigées par l'Union africaine, je pense qu'on n'aura pas un Tchad à la couleur de la Libye. Parce que l'Union africaine, vous n'êtes pas sans savoir comment cette union fonctionne.
Elle se recule d'abord, elle dit je ne suis pas pour, je ne suis pas pour. Bon, après ils reviennent encore pour dire bon, nous sommes pour maintenant. Mais voilà. Tel le schéma que l'Union africaine a l'habitude de jouer, c'est ce schéma-là aussi qui a été joué au Tchad. Alors, mais est-ce que vu la posture aujourd'hui de l'Union africaine, est-ce que les décisions de l'institution seront vraiment... Est-ce que la posture actuelle par rapport au Tchad ne sera pas préjudiciable? Est-ce que les décisions de l'institution seront respectées demain? Parce qu'on a vu quand même l'Union africaine dans une première position condamner ce qui s'est passé au Tchad, mais la même institution revient maintenant accompagner. En fait, la mission d'enquête de l'Union africaine a préconisé dans son rapport d'exercer des pressions pour qu'on en arrive, comme au Mali, à une transition conduite par un président civil et un vice-président issu de l'armée. Mais cette recommandation n'apparaît plus dans le texte adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le vendredi passé. Tout à fait. Les nombreux soutiens de Mahamat Idriss Déby à la tête du Conseil militaire de transition et du pays aujourd'hui ont mis en avant la nécessité de préserver la stabilité du Tchad et de toute la région. Est-ce qu'on ne pourra pas avoir cette stabilité avec les civils, à la tête de la transition? Cette stabilité était... Parce que si aujourd'hui, après la mort, à zéro efficacité, Idriss Déby Itno lui-même, son fils a pu prendre le pouvoir avec l'accord des ténors de l'armée et la population s'est soulevée, c'est normal, parce que c'est un pays démocratique, le fils n'est pas issu, n'a pas été élu à travers des élections, mais il s'est autoproclamé président. Donc, c'est désigné par une minorité, les généraux, voilà. Donc, c'est pour vous dire quand même que la décision que l'Union africaine a prise, elle est tardive, mais elle est plus ou moins sage dans ce contexte. Parce que s'il faut forcément qu'un civil prenne le pouvoir là, avec les menaces des terroristes qui sévissent dans la région, ça va créer assez de problèmes. Ça, là, il faut le dire. Est-ce qu'il faut forcément qu'il soit un militaire? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un militaire pour répondre aux rebelles? On a vu Kagame, on a vu Idriss Déby pendant 30 ans. Il a toujours fait la guerre aux rebelles. Finalement, voilà. Alors, est-ce que forcément, est-ce qu'avec un militaire, un civil au pouvoir, bien encadré, on ne peut pas faire ça? On a dit quoi? Il est président du Conseil militaire de transition. Oui, donc il a un bref délai, 18 mois, à passer. Donc ce que nous disons aujourd'hui là, que Idriss alors que l'ordre constitutionnel dit autre chose. Ils ont remis en cause pourquoi ne fait-on pas un retour à l'ordre constitutionnel? Et que l'institution panafricaine soutient même le fait qu'on ne fasse pas un retour à l'ordre constitutionnel, alors que dans d'autres pays, on impose cela. On a vu dans d'autres pays. Le cas du Mali, par exemple, on l'a vu. Le Mali aussi vit dans une certaine insécurité au plan terroriste. Dans le cas d'espèce, si aujourd'hui l'Union africaine décide ou bien impose à ce que le Tchad revienne du coup à l'ordre constitutionnel là, cela n'est pas du tout faisable. Ce n'est pas faisable. Et le chose aussi, l'Union africaine n'a pas les moyens de cohésion. L'Union africaine n'a pas de moyens pour pouvoir s'imposer dans les pays. C'est pourquoi on constate une certaine faiblité dans cette prise de décision et dans cette démarche à réconcilier véritablement des pays qui sont en conflit. Merci Hippolyte Dosouanou, DP quotidien Nouvelle Élite, et merci également à vous ici à Kakochoni, DP la cime de l'info. C'était le grand débat du forum de la rédaction. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.